Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le terme « trou noir » ? Très probablement, c'est l'image d'un aspirateur cosmique insatiable, d'un monstre qui rôde dans l'univers, engloutissant avidement tout sur son passage. Des étoiles, des planètes, des galaxies entières, rien ne peut résister à sa fin. Cette image, popularisée par la science-fiction, est à la fois effrayante et fascinante. Mais à quel point correspond-elle à la réalité ? Aujourd'hui, nous allons partir pour un voyage vers les objets les plus mystérieux, les plus extrêmes et les plus mal compris de l'univers. Nous allons nous aventurer au-delà de l'horizon des événements pour comprendre ce que sont réellement les trous noirs. Et je vous le promets, la réalité s'avérera bien plus étrange et surprenante que n'importe quelle fiction. Pour comprendre d'où proviennent ces titans cosmiques, il nous faut d'abord nous pencher sur la vie et la mort des étoiles. Imaginez une étoile, une gigantesque boule de gaz incandescent, au cœur de laquelle bouillonne un four thermonucléaire. Chaque seconde, des réactions de fusion s'y produisent, transformant l'hydrogène en hélium. Ce processus libère une quantité colossale d'énergie. Cette énergie, qui va de l'intérieur vers l'extérieur, crée une pression qui s'oppose à la force monstrueuse de la gravité, laquelle tente de comprimer l'étoile en un point. Pendant toute sa vie, une étoile est un champ de bataille entre deux forces fondamentales. Le feu thermonucléaire qui s'échappe vers l'extérieur et la gravité qui tire tout vers l'intérieur. Pendant des milliards d'années, elles se maintiennent dans un équilibre fragile. Mais le carburant n'est pas éternel. Lorsque, au cœur de l'étoile, qui est de nombreuses fois plus massive que notre Soleil, l'hydrogène, puis d'autres éléments plus lourds, vient à manquer, le four commence à s'éteindre. La pression interne s'affaiblit, et la gravité, ce prédateur patient et impitoyable, finit par prendre le dessus. Plus rien ne la retient. En une fraction de seconde, les couches externes de l'étoile s'effondrent vers le centre à une vitesse inimaginable. Ce phénomène est appelé effondrement gravitationnel. Il se produit une explosion colossale que nous appelons supernova. Pendant un court instant, une seule étoile mourante peut briller plus fort qu'une galaxie entière abritant des centaines de milliards d'étoiles. C'est dans cette explosion que naissent tous les éléments lourds qui nous composent, vous et moi, et tout ce qui nous entoure. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, le carbone dans toutes nos cellules vivantes. Mais que reste-t-il après ce grandiose feu d'artifice ? Si l'étoile originelle était suffisamment massive, environ 20 à 25 fois plus lourde que notre Soleil, alors plus rien ne peut arrêter le noyau restant. La gravité le compresse de plus en plus fort. D'abord, les atomes se désintègrent, les électrons sont forcés dans les protons, formant une matière super dense composée uniquement de neutrons. Si l'effondrement s'arrêtait à ce stade, nous obtiendrions une étoile à neutrons. C'est un objet incroyablement dense. Juste une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait sur Terre plusieurs milliards de tonnes. Mais pour le futur trou noir, ce n'est pas la limite. La gravité poursuit son œuvre. Elle comprime la matière encore davantage, dépassant toutes les forces naturelles que nous connaissons, jusqu'à ce que toute la matière se condense en un point de volume nul et de densité infinie. Nous appelons ce point une singularité gravitationnelle. Toute la masse de l'étoile géante est désormais concentrée dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. C'est précisément à ce moment que naît le trou noir. Imaginez que vous vous tenez à la surface de la Terre et que vous lancez un ballon en l'air. Pour qu'il s'envole dans l'espace sans jamais revenir, il faut le lancer à une vitesse précise, la deuxième vitesse cosmique. Pour la Terre, c'est environ 11 km par seconde. Maintenant, imaginez que nous comprimons la Terre sans changer sa masse. La gravité à la surface augmentera et pour s'échapper, il faudra une vitesse de plus en plus grande. Si l'on compressait la Terre à la taille d'un petit pois, la deuxième vitesse cosmique à sa surface deviendrait égale à la vitesse de la lumière. Et comme rien dans l'univers ne peut se déplacer plus vite que la lumière, alors de cette surface, plus rien ne pourrait s'échapper, même la lumière elle-même. Nous venons de créer un trou noir. Cette frontière, au-delà de laquelle même la lumière ne peut s'échapper des griffes gravitationnelles, est appelée l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique que l'on peut toucher, c'est plutôt un point de non-retour. Vous pouvez vous imaginer une rivière qui coule paisiblement, mais qui, à un certain moment, se transforme en une chute d'eau gigantesque. L'horizon des événements, c'est le bord extrême de cette cascade.
Tant que vous nagez vers lui, vous avez une chance de faire demi-tour et de vous éloigner. Mais dès que vous avez franchi cette ligne invisible, le courant devient si puissant qu'aucun effort ne pourra plus vous sauver. Vous serez inévitablement emporté vers le bas. De la même manière, tout ce qui franchit l'horizon des événements, matière, énergie, information, est destiné à tomber dans la singularité. Pour un observateur externe, cet objet devient absolument noir, car il n'émet ni ne réfléchit aucune lumière. Il ne fait qu'absorber. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée même de l'existence de tels objets est apparue bien avant que nous ne découvrions les supernovae et les singularités. Dès l'an 1783, le scientifique anglais John Michell a émis l'hypothèse qu'il pourrait exister dans l'univers des étoiles sombres, si massives et denses que même la lumière ne pourrait s'échapper de leur surface. Ces raisonnements étaient fondés sur la théorie newtonienne de la gravitation. Un peu plus tard, en France, le grand mathématicien Pierre-Simon Laplace est parvenu à des conclusions similaires. Mais au XIXe siècle, quand les scientifiques ont décidé que la lumière était une onde et non des particules, ces idées furent presque oubliées pendant un siècle et demi. Elles semblaient n'être qu'une curiosité mathématique amusante. Tout a changé en l'an 1915. Albert Einstein publie sa théorie générale de la relativité qui bouleverse notre compréhension de la gravitation. Einstein a démontré que la gravitation n'est pas une force qui attire les objets les uns vers les autres. C'est une courbure de l'espace-temps lui-même, provoquée par des corps massifs. Imaginez une toile de caoutchouc tendue. C'est notre espace-temps. Si vous y déposez une légère balle de ping-pong, elle ne déformera presque pas la toile. Mais si l'on dépose une lourde boule de bowling, elle créera une cuvette profonde. Toute autre bille plus légère qui passera à proximité s'y retrouvera entraînée. Elle n'est pas attirée par une force. Elle se déplace simplement sur une surface courbée. Ainsi, les planètes tournent autour du Soleil non pas parce que le Soleil les attire, mais parce qu'elles se déplacent en ligne droite dans l'espace, un espace courbé par le Soleil. Quelques mois seulement après la publication de la théorie d'Einstein, le physicien allemand Karl Schwarzschild, alors qu'il se trouvait sur le front de la Première Guerre mondiale, trouva la première solution exacte aux équations d'Einstein. Cette solution décrivait le champ gravitationnel autour d'un objet sphérique massif. Et cette solution recelait une bizarrerie mathématique. À un certain rayon, plus tard nommé rayon de Schwarzschild, les équations divergeaient vers l'infini. C'était cela même, l'horizon des événements. Cette idée déplaisait à Einstein. Il estimait que rien d'aussi absurde ne pouvait exister dans la nature. Mais les mathématiques étaient implacables. Et ce n'est qu'au cours des années 60 du XXe siècle, grâce aux travaux de Stephen Hawking et Roger Penrose, que les scientifiques ont finalement reconnu que les trous noirs n'étaient pas une simple bizarrerie mathématique, mais une conséquence inévitable des lois de notre univers. D'ailleurs, le terme même de trou noir fut inventé et popularisé par le physicien américain John Archibald Wheeler en 1967. Avant cela, on les appelait étoiles effondrées ou étoiles figées. Bien, nous avons compris comment elles naissent et ce qu'elles représentent théoriquement. Mais une question logique se pose alors. Si elles sont absolument noires et n'émettent rien, comment pouvons-nous les détecter ? Nous ne pouvons pas voir un trou noir directement, mais nous pouvons observer son influence sur l'espace environnant. C'est comme avec le vent, nous ne voyons pas l'air lui-même, mais nous voyons comment il agite les feuilles des arbres. L'une des méthodes les plus fiables est d'observer les étoiles. Les astronomes peuvent remarquer une étoile qui tourne en orbite autour d'un vide. En mesurant la vitesse et la trajectoire de cette étoile, on peut calculer la masse de l'objet invisible qui l'a fait se mouvoir ainsi. Si cette masse s'avère énorme et que l'objet lui-même n'émet pas de lumière, alors le principal suspect est un trou noir. C'est ainsi qu'a été découvert le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. On l'appelle Sagittaire A étoile. Il est 4,3 millions de fois plus massif que notre Soleil. Mais il est pourtant compressé dans un volume qui tiendrait facilement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Nous voyons des étoiles tourbillonner autour de lui à des vitesses folles, effectuant une orbite complète en seulement quelques années. Une autre méthode consiste à observer le cri de mort de la matière. Si une étoile ou un nuage de gaz se trouve à proximité d'un trou noir, le trou noir commence à aspirer de la matière. Cette matière ne tombe pas directement dedans. Au lieu de cela, elle s'enroule en un disque gigantesque,
appelé disque d'accrétion. Dans ce disque, la matière se déplace à une vitesse colossale, les particules frottent les unes contre les autres, atteignant des températures de plusieurs millions de degrés. Suite à cet échauffement, le disque commence à briller intensément, particulièrement dans le domaine des rayons X. En fait, nous ne voyons pas le trou noir lui-même, mais la matière incandescente qui est sur le point d'être engloutie par lui. C'est l'un des spectacles les plus lumineux de l'univers. Les quasars, les noyaux actifs de galaxies lointaines, brillent si intensément justement grâce au disque d'accrétion autour des trous noirs supermassifs. Un seul quasar peut être des milliers de fois plus lumineux que notre galaxie tout entière. Un autre effet stupéfiant, prédit par Einstein, est le phénomène de lentille gravitationnelle. Puisqu'un trou noir courbe de manière extrême l'espace-temps, la lumière des étoiles et galaxies lointaines qui passent à proximité de lui est également déviée. Le trou noir agit comme une lentille cosmique géante. Il peut déformer, magnifier et même créer des images multiples d'objets situés derrière lui. En observant ces distorsions, nous pouvons non seulement confirmer l'existence du trou noir, mais aussi mesurer sa masse. Et enfin, la méthode la plus moderne et la plus révolutionnaire, les ondes gravitationnelles. Vous vous souvenez de notre analogie avec la toile de caoutchouc? Si deux lourdes sphères s'y heurtent, des vagues, des ondulations parcourront la toile. Exactement de la même manière, lorsque deux objets massifs, par exemple deux trous noirs ou des étoiles à neutrons, gravitent l'un autour de l'autre et fusionnent, ils provoquent des oscillations du tissu même de l'espace-temps. Ces oscillations, les ondes gravitationnelles, se propagent à travers l'univers à la vitesse de la lumière. En 2015, l'observatoire LIGO a réussi pour la première fois dans l'histoire à détecter de telles ondes, provenant de la fusion de deux trous noirs, situés à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous. Cette découverte a non seulement une fois de plus donné raison à Einstein, mais nous a également offert une toute nouvelle façon d'écouter l'univers. Nous avons appris à entendre des cataclysmes cosmiques qui étaient auparavant invisibles et inaudibles pour nous. Donc, nous savons que les trous noirs existent, et nous savons comment les trouver. Mais que se passerait-il si vous décidiez d'entreprendre un voyage vers l'un d'eux? Imaginons que vous soyez à bord d'un vaisseau spatial et que vous approchiez d'un trou noir de masse stellaire. La première chose que vous remarqueriez, ce sont les forces de marée extrêmes. Le champ gravitationnel du trou noir est si hétérogène que la force agissant sur vos pieds serait des trillions de fois plus forte que la force agissant sur votre tête. Vous commenceriez à être étiré, comme un spaghetti. Ce processus effrayant est précisément ce qu'on appelle la spaghettification. Votre corps serait étiré en un mince filet d'atomes bien avant que vous n'atteigniez l'horizon des événements. Mais imaginons que vous voliez vers un trou noir supermassif, comme celui au centre de notre galaxie. Son champ gravitationnel est beaucoup plus homogène, et les forces de marée à l'horizon des événements ne sont pas aussi intenses. Vous pourriez le traverser indemne. Que verriez-vous à ce moment-là? Pour vous, rien de spécial ne se produirait. Vous franchiriez simplement une ligne invisible. Mais votre ami resté à bonne distance et qui vous observe au télescope verra une toute autre image. En raison du ralentissement extrême du temps à proximité du trou noir, il lui semblera que vous ralentissez en vous approchant de l'horizon. Votre image deviendra de plus en plus rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage gravitationnel vers le rouge. Et vous semblerez figé pour toujours à la limite même, sans jamais la franchir. Vous, en revanche, en regardant en arrière, verrez toute l'histoire future de l'univers défiler devant vos yeux à un rythme accéléré. Alors, qu'est-ce qui vous attend à l'intérieur après avoir franchi l'horizon des événements? Là, les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de s'appliquer. Où que vous alliez, dans quelque direction que vous tentiez de voler, tous les chemins mèneront uniquement dans une seule direction, vers le centre, vers la singularité. Ce n'est plus un point dans l'espace, c'est un moment dans le futur auquel il est impossible d'échapper. Ce qu'est réellement la singularité, nous ne le savons pas. La théorie de la relativité générale nous dit que c'est un point de densité infinie et de volume nul, où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Mais la plupart des physiciens sont convaincus que cela signifie simplement que la théorie elle-même cesse de fonctionner dans ces conditions. Pour décrire ce qui se passe au cœur d'un trou noir, il nous faut une nouvelle théorie, qui pourra unifier la relativité générale et la mécanique quantique, une théorie de la gravité quantique.
Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Longtemps, on a cru que les trous noirs étaient des prisons éternelles, que tout ce qui y tombait y restait pour toujours. L'information, une fois passé l'horizon des événements, disparaissait sans laisser de traces, ce qui contredit l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Ce paradoxe tourmentait les scientifiques. Mais en 1974, Stephen Hawking fit une découverte étonnante, qui a bouleversé notre compréhension des trous noirs. Stephen Hawking a appliqué les lois de la mécanique quantique à la région autour de l'horizon des événements et a découvert que les trous noirs ne sont, en fait, pas entièrement noirs. Ils devraient émettre un lent rayonnement. Ce processus a été nommé rayonnement de Hawking. Comment cela fonctionne-t-il si rien ne peut s'échapper de l'horizon des événements? La clé réside dans l'incertitude quantique. Dans le vide, des paires de particules et d'antiparticules virtuelles naissent et s'annihilent aussitôt, c'est-à-dire qu'elles se détruisent mutuellement. Mais si une telle paire vient à naître juste à la limite de l'horizon des événements, il se peut qu'une particule tombe dans le trou noir, tandis que l'autre parvient à s'échapper. Pour un observateur externe, cela aura l'air comme si le trou noir avait émis une particule. Cependant, pour que la loi de conservation de l'énergie soit respectée, l'énergie de la particule échappée est puisée dans la masse du trou noir lui-même. Autrement dit, en émettant le rayonnement de Hawking, le trou noir perd lentement de sa masse. Il s'évapore. Ce processus est incroyablement lent. Pour un trou noir d'une masse solaire, le temps d'évaporation totale serait un nombre avec 67 zéros d'années. C'est bien plus long que l'âge actuel de l'univers. Mais pour des trous noirs minuscules, microscopiques, qui sont peut-être nés au moment du Big Bang, ce processus pourrait être bien plus rapide. Leur évaporation s'achèverait par une puissante bouffée de rayons gamma. Les astronomes recherchent de telles bouffées, mais jusqu'à présent sans succès. Néanmoins, la découverte de Hawking revêt une importance fondamentale. Elle a démontré que les trous noirs ne sont pas de simples puits gravitationnels inertes. Ce sont des objets thermodynamiques complexes qui possèdent une température et obéissent aux lois quantiques. Et surtout, ils ne sont pas éternels. Alors, que sont les trous noirs au final? Ce ne sont pas de simples monstres cosmiques. Ce sont des laboratoires de physique extrême, façonnés par la nature elle-même. En les étudiant, nous nous approchons des frontières ultimes de notre compréhension de l'espace, du temps, de la matière et de la gravité. Elles nous poussent à poser les questions les plus profondes. Que devient l'information qui y chute? Disparaît-elle vraiment ou subsiste-t-elle en quelque sorte à l'horizon des événements? Les singularités en leur centre sont-elles des passages vers d'autres univers ou d'autres dimensions, comme le suggèrent certaines hypothèses sur les trous de verre? Les trous noirs ne sont pas seulement la dernière étape de la vie des étoiles massives. Les trous noirs supermassifs, résidant au centre des galaxies, jouent un rôle clé dans leur évolution. Par leur gravité, elles régissent le mouvement des étoiles, tandis que de puissants jets, des flux de particules jaillissant de leurs pôles, régulent le taux de formation stellaire dans la galaxie, tantôt en dilatant le gaz et en entravant la naissance de nouvelles étoiles, tantôt, au contraire, en le comprimant et en provoquant de nouvelles flambées. Il semble qu'aucune grande galaxie ne puisse exister sans un cœur d'une telle masse. Des effrayantes étoiles sombres, imaginées par les scientifiques du XVIIIe siècle aux objets réels dont nous avons appris à photographier l'ombre et dont nous entendons la voix sous forme d'ondes gravitationnelles, les trous noirs ont parcouru un chemin immense dans notre conscience. Elles ont cessé d'être un simple symbole de destruction. Elles sont devenues le symbole des plus grandes énigmes de l'univers et la clé de leur résolution. Elles nous révèlent les limites de nos connaissances et nous indiquent en la voie que doit suivre la science fondamentale. Les trous noirs ne sont pas la fin de l'histoire. C'est peut-être le début de quelque chose de totalement nouveau. Elles sont un rappel que les mystères les plus profonds de l'univers ne sont pas cachés dans la lumière des étoiles, mais dans l'obscurité impénétrable. Et nous ne faisons que commencer à apprendre à lire ce qui est inscrit dans cette obscurité.